Salut les voyageurs, j'espère que vous allez bien. Tout d'abord, bonne année. Yes, je suis un peu en retard, mais mieux vaut tard que jamais, n'est-ce pas? On se retrouve après un long moment d'absence, j'ai été assez occupée avec le travail. Dans cette vidéo, on va analyser les derniers chapitres sortis depuis le retour au présent sur Egghead. Le cas de Kizaru, la fin de Kuma, le sauvetage de Vegapunk et l'arrivée de Dory et Brogy. Nous allons traiter de tous les éléments essentiels au dénouement de cette bataille. Alors toi, cher voyageur qui passe par là, je te vois. Abonne-toi si tu viens d'arriver au Nouveau Monde et n'oublie pas d'activer la cloche d'or de Chandora pour faire partie de l'aventure Logpause. N'hésite pas à liker la vidéo pour me montrer ton acquis du likement, ça me fait super plaisir. Sur ce, commençons la vidéo. Let's go! Le retour au présent. Le flashback de Kuma étant terminé, nous sommes de retour sur les événements actuels prenant place à Egghead. Comme on l'a théorisé, Kuma est bel et bien venu sur l'île afin de sauver sa fille. Le sauvetage d'un père ayant souffert toute sa vie qui ose briser l'interdit en frappant l'un des 5 doyens du Gorosei était vraiment satisfaisant. Le coup reflétait toute la souffrance de Kuma et il était aussi impactant que celui de Luffy sur Charlos à Chapondi. La situation n'en est pas moins sauvée pour autant car Saturne a des capacités régénératrices très puissantes et Kizaru est de nouveau apte au combat sans réelles séquelles du coup de poing de Luffy. Zoro, quant à lui, est occupé par Lucci, Nami envoyant Jinbei afin de l'aider et éviter qu'il ne se perde. La situation n'est donc pas évidente avec Luffy qui devait retrouver ses forces grâce à l'aide de la nourriture, mais il est revenu assez rapidement pour reprendre le combat, sans oublier de mentionner que Saturne a ordonné un Buster Call et que seul lui et Kizaru restent sur l'île afin de s'assurer du bon dénouement de la mission. Vegapunk, quant à lui, voit tout son travail s'effondrer et son destin dans cette bataille suscite le doute parmi les lecteurs. Une partie des fans pensant qu'il doit survivre pour nous révéler de nouvelles informations, tandis que d'autres jugent l'ampleur des événements beaucoup trop grande pour qu'il survive. Mais quand bien même il venait à mourir, si un clone de lui parvient à s'échapper, l'univers One Piece ne perdra pas le savoir de ce dernier. Mais rien ne promet la victoire au gouvernement non plus. Dory et Brogy ont récemment rappliqué sur Egghead pour prêter main forte à Luffy en détruisant un navire de la marine chargé de s'assurer que personne n'évacue l'île. Alors, que va-t-il se passer? Que feront Dory et Brogy? Et sont-ils venus de leur plein gré ou sur ordre de Shanks? Est-ce que cela présage un futur allié sur Elbaf? Qui mourra, qui survivra, mais surtout, qui ressortira vainqueur de cette bataille qui engendrera sûrement la disparition de Egghead? C'est ce que nous allons théoriser et analyser aujourd'hui. Nous commencerons sans surprise par parler de Kuma, qui est l'un des personnages principaux de toute cette intrigue. Sa venue était prévisible mais suscite un nouveau questionnement, un mystère pour lequel nous n'avons pas encore de réponse. En effet, Kuma n'est plus censé pouvoir bouger suite au système instauré par Vegapunk. Un système qui devait mener à une autodestruction, mais que Vegapunk a pris la liberté de modifier en instaurant un arrêt total plutôt qu'une autodestruction, rendant le cyborg mort intérieurement et dépourvu de toute volonté ou libre arbitre. Si Vegapunk a désobéi à Saturne en n'installant pas le système d'autodestruction, cela ne justifie en rien sa présence. Et Vegapunk souligne alors un point très intéressant en disant: il n'y a aucune raison pour que tu te sois remis en marche et encore moins que tu aies parcouru tout ce chemin jusqu'à Bonnie. Scientifiquement, ça ne tient pas la route, à moins que ce que l'on raconte soit vrai. La particularité des boucaniers ne serait pas leur force physique, mais le fait qu'autrefois ils aient. La raison dépasse alors l'entendement de la science et peut être justifiée par une particularité propre aux boucaniers qui ont autrefois commis un crime d'une haute envergure causant l'extinction de leur population. Et l'une des seules choses que l'on sait par rapport à cette race, c'est qu'elle acclamait le retour de Nika et qu'elle propageait sa légende, la danse du Nika et les bruits du tambour de la libération. La raison serait-elle alors liée à Luffy? Tout comme le géant cyborg de l'île se serait réveillé à cause du déploiement du Gear 5. De la même raison que Zunisha est venu à Wano Kuni en entendant les tambours de la libération. En effet, le sang des boucaniers pourrait réagir au Nika, le cœur de ces derniers battant au rythme des tambours de la libération, eux qui ont transmis de génération en génération la légende du Nika, en comptant son histoire, ses aspects physiques, sa danse et les bruits de la libération. Ainsi, Kuma aurait également réagi à l'appel de Luffy, tout comme le robot antique qui s'est allumé.
Maintenant que Luffy est en capacité de reprendre le combat et de sortir le Gear 5, Kuma va répondre au battement de son cœur et se battre jusqu'à puiser toutes ses forces pour le bien de sa fille. Il pourrait prendre la douleur de tous les Mugiwara aux alentours, de Bonnie, Vegapunk et Sentomaru afin que tous les alliés retrouvent leur force et que Saturne s'épuise à force d'utiliser ses capacités régénératrices. En tout cas, vis-à-vis de Kuma, sa fin se fait voir de chapitre en chapitre et quel meilleur accomplissement pour ce père que de savoir sa fille heureuse, de pouvoir témoigner de l'existence de Nika en personne, de savoir que sa fille sera alors entre de bonnes mains et de confirmer de son vivant que les peuples seront libérés comme la prophétie l'indiquait. Parlons maintenant du cas de Vegapunk. Un sujet intéressant car il divise la communauté. En effet, Vegapunk mourra-t-il ou restera-t-il vivant? C'est une question intéressante à aborder et nous devons voir quelle serait la meilleure chose pour le développement narratif du personnage et de l'œuvre. En effet, il ne reste plus beaucoup de temps avant que Egghead ne devienne que ruine. L'empire bâti par le scientifique s'effondre devant lui, tandis qu'il supplie Saturne de ne prendre que sa vie à lui et de ne faire de mal à personne d'autre. Et personnellement, je pense que Vegapunk peut survivre. Maintenant que les renforts sont arrivés et que Luffy est apte au combat, sa vie pourrait être sauvée. Néanmoins, il faut se demander ce qu'il deviendra et ce qu'il fera. Préserver Vegapunk, ou en tout cas son savoir, est primordial pour révéler des secrets sur le siècle oublié, les fruits du démon et plein d'autres choses qui restent encore aujourd'hui un mystère pour nous. Alors Vegapunk embarquera peut-être avec les Mugiwara pendant un temps avant de rejoindre Dragon, qui lui avait proposé de se joindre à lui. Maintenant qu'il a le gouvernement mondial à dos et que son île se fait raser, il ne peut que rejoindre son ami d'antan. S'il venait à mourir, son savoir pourrait être alors préservé à travers l'un de ses clones ou plusieurs d'entre eux, en sachant qu'ils se sont familiarisés chacun avec certains Mugiwara, comme pour Lilith avec Brook ou encore Atlas et Franky. Des détails prévoient peut-être que les copies de Vegapunk suivront les Mugiwara et prendront soin du savoir de Vegapunk, car que ce soit à travers le Stella lui-même ou les copies, le savoir détenu par le scientifique de génie ne peut pas disparaître d'un point de vue scénario. Le suspense est alors à son comble. Quel sera le destin de Vegapunk? La mort ou la vie? Un élément intéressant à noter est que bien que les clones de Vegapunk possèdent le même savoir que le Stella, ils sont des personnes distinctes du Stella bien qu'ayant été créés sur base de la conscience du réel Vegapunk. Après tout, la conscience de Vegapunk a été divisée en 6 copies et chacun de ces clones a développé sa propre conscience, ses propres buts et objectifs comme on a pu le voir avec York. Ils ont donc tous des dessins différents et des réflexions, interprétations, théories différentes. Donc bien qu'ils soient des clones du Stella, aucun d'entre eux ne pourrait être à la hauteur du réel Vegapunk. Et selon moi, le savoir n'est pas la seule chose utile pour découvrir toute l'histoire de One Piece, l'interprétation et les théories qui découlent de ces connaissances sont tout aussi importantes. Passons maintenant à un autre personnage qui suscite l'intérêt de nombreux lecteurs, dont moi bien évidemment, à savoir Kizaru. Vegapunk suppliait Kizaru au chapitre 1105, son ancien ami, mais l'amiral cache bien ses émotions qui doivent être très embrouillées, et le choix du singe jaune dans les prochains chapitres pourrait permettre à Vegapunk de survivre s'il décide de se ranger du côté de ses amis en reniant son devoir et sa position. Il est clair que la présence de cet amiral sur l'île a une raison scénaristique et narrative. Ce dernier est lié de très près à Vegapunk, Kuma, Bonnie et Sentomaru. L'amiral est alors bloqué dans un dilemme, celui de choisir de suivre son cœur ou son devoir, et Oda a très bien réussi à jouer avec les changements d'expression de l'amiral. Si nous observions dans le flashback de Kuma, un Kizaru cachant ses émotions lorsqu'il apprenait ce que Saturne imposa à Kuma pour sauver Bonnie, qu'il parlait d'un ton froid à Dol lorsqu'il ordonna à celle-ci de quitter l'île, provoquant un tremblement de peur de cette dernière suite à la dureté de son ton, qu'il détournait le regard quand Vegapunk le suppliait et qu'il disait avoir besoin de lunettes plus sombres pour cacher les émotions de ses yeux. Nous pouvons alors nous questionner sur ce dernier. Kizaru est complètement bloqué, faisant son devoir mais à contre-cœur. S'il a l'air de s'être résigné lorsqu'il ordonne à Dol de quitter l'île d'un ton très froid et ferme, nous pouvons nous demander s'il tiendra le coup ou si sa coquille se brisera et qu'il ne saura pas nier ses émotions et son cœur. Vegapunk l'en a averti plusieurs fois et l'amiral pourrait alors d'ici quelques chapitres décider de sauver ses amis et de se retourner contre Saturne, tout comme il pourrait faire barrage de ses émotions, accomplissant son devoir tout en étant incapable de nier les ordres de son supérieur. La justice floue de Kizaru est très bien développée dans l'arc et son personnage porte un gros fardeau sur ses épaules et le panel d'Oda sur ses expressions est très bien réussi, sachant que c'est l'amiral que nous avons toujours vu stoïque, sans trop d'émotions particulières. Nous verrons bien si le singe jaune décidera d'accepter que son devoir ne peut pas toujours être en accord avec ses émotions ou s'il décidera de suivre son cœur et de renier les responsabilités que son statut implique.
Il y a également le cas de Bonnie qui est important. Nous avons récemment appris qu'elle n'était qu'une enfant âgée de 12 ans et son futur après l'arc est assez compliqué à déterminer. Beaucoup voient celle-ci rejoindre les Mugiwara protégée par Nika dont la légende lui avait été racontée par son père depuis sa tendre enfance. Mais il y a une autre idée qui me plaît et c'est celle qu'elle reste avec Vegapunk et rejoigne les révolutionnaires, prenant la position que sa mère occupait autrefois si Belo Betty la lui lègue. Elle a un pouvoir puissant et intrigant. Son affiliation aux révolutionnaires serait en faveur de Dragon, surtout qu'elle a peut-être rencontré les commandants de cette institution à Marijoaz qui ont sauvé son père. En ce qui concerne les Mugiwara, Zoro est toujours occupé avec Lucci, le combat s'avérant plus compliqué que ce qu'on avait pensé. Jinbei est en route pour l'aider à mettre un terme rapidement à tout ça et afin qu'il rejoigne les autres sans se perdre. Quant à lui, Sanji est en plein milieu de la bataille avec Bonnie et Kuma à protéger tout en sachant que Saturne et Kizaru sont présents. Luffy s'est néanmoins montré à nouveau empêchant Kizaru d'attaquer les autres et nous pouvons alors avoir Luffy et Sanji contre Saturne et Kizaru. Un combat qui sera très compliqué pour nos protagonistes, les pouvoirs de Saturne restant encore mystérieux et l'amiral représentant un niveau que Sanji n'a pas encore atteint. Si Zoro venait à finir le combat contre Lucci ou laisser Jinbei face à ce dernier afin de rejoindre Luffy et Sanji, c'est une toute autre histoire. Mais comment les Mugiwara peuvent-ils combattre tout en sachant que l'île va se faire bombarder? Est-ce que seul le Monster Trio restera tandis que les autres évacueront avec le Thousand Sunny pour s'occuper des navires? Ou est-ce que Dory et Brogy empêcheront totalement le déclenchement du Buster Call en détruisant tous les navires de la marine? Les issues sont nombreuses, mais le plus important est de savoir si Saturne tombera dans cet arc ou pas. Les Mugiwara ne peuvent bien évidemment pas perdre, mais je ne suis pas certaine que le personnage de Saturne prenne fin dans cet arc, car je verrai bien Sanji le combattre plus tard dans l'œuvre. L'arrivée soudaine des renforts et le retour de Luffy qui a récupéré ses forces changeront la donne pour moi, forçant Saturne à battre en retraite, mais sans pour autant sauver la vie de tout le monde. Je vois au moins Kuma et certains Vegapunk morts à la fin, en comptant Shaka qui a déjà perdu la vie. Si Kizaru se range du côté de Vegapunk, il est sûr que Saturne devra battre en retraite, mais cela implique de lourdes responsabilités sur l'amiral et potentiellement l'entièreté de la marine. Un bouleversement trop soudain à mon goût, me faisant penser que l'amiral s'est entièrement résolu à exercer son devoir. Nous verrons bien comment les Mugiwara s'en sortiront. Mais après avoir vaincu un équipage empereur, nous pouvons compter sur eux. Je pense que la victoire approche grandement avec l'arrivée des géants et les pacifistas sous le commandement de Bonnie. Luffy et ses commandants pourront largement s'occuper du doyen et de l'amiral. Nous finissons alors cette vidéo sur Dory et Brogy, bien entendu, qui sont ceux ayant coulé le navire de la marine au chapitre 1105 et qui ont tant fait trembler l'île d'Egghead que la toile grâce à leur arrivée. Si la communauté a pensé à la flotte, aux révolutionnaires, aux Mads, à la Germa 66, à l'impératrice pirate ou encore la Cross Guild, il faut dire que personne, ou presque, ne l'avait vu venir. Mais leur arrivée laisse présager que le prochain arc sera Elbaf, signant potentiellement un retour de Big Mom dans l'intrigue. La puissance de Dory et Brogy n'est pas à remettre en doute, mais le fait que ce soit eux qui viennent est assez surprenant. Est-ce que Shanks est derrière tout ça, ou leur décision d'intervenir leur est propre? Les deux idées sont possibles. En tout cas, ils affirment venir pour récupérer Luffy, le Nika, démontrant clairement qu'ils savent beaucoup de choses sur le dieu soleil. Est-ce grâce à la photo sur la prime qu'ils l'ont reconnu? C'est très probable, mais avec le saut de Shanks à Elbaf quelques jours auparavant, nous pouvons supposer que l'empereur aux cheveux rouges a quelque chose à voir avec leur arrivée soudaine et les événements actuels. Bien entendu, il est également possible que celui qui a demandé de l'aide à Dory et Brogy soit Haryujin, le géant rencontré à Dressrosa, qui est l'un des généraux de la flotte des Mugiwara. Mais nous parlerons de Shanks, Dory et Brogy plus en détail dans une autre vidéo, mais leur arrivée laisse présager une escale sur Elbaf après une victoire assurée des Mugiwara sur Egghead. Les navires marins se retrouvant impuissants face à eux et les pacifistas, donc restez connectés. Voilà les voyageurs, cette vidéo touche à sa fin et j'espère qu'elle vous aura plu. J'espère pouvoir reprendre un bon rythme d'une vidéo par semaine sur YouTube, donc j'ai besoin de votre soutien. Merci à vous de toujours me suivre et pour vos gentils commentaires et messages pour prendre de mes nouvelles. Sur ce, je vous laisse et je vous dis à la prochaine. Bisous!